4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi FM 93.1. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à celui qui veut la prendre ou accepte la prendre. Ce matin, notre invité, c'est Francis Ekon, président de la Convergence patriotique et panafricaine CPP, avec deux autres partis politiques, NET et PDP. Il y a une semaine, ils formaient un groupe dénommé les centristes. Ce groupe est contre la bipolarisation, il faut le dire, de l'échiquier politique togolais. Dans le contexte togolais, ce courant de pensée a-t-il une chance de prospérer véritablement? Quel élément le groupe des centristes apporte-t-il au débat qui a cours depuis 8 mois maintenant pour le règlement du mal togolais? Nous reviendrons sur le sujet. Bienvenue. Taxi FM. Le monde en une radio. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. Il y a le journal Togo Matin qui parle de la coalition de 14, annonce de nouvelles manifestations. La coalition de 14 est-elle dans une posture de défiance? L'interrogation que vous lirez à la page 3 du journal. Toujours par rapport au dialogue inter-togolais, quelle perspective un mois après la suspension de ce dialogue? L'article à lire toujours à la page 3 du journal. Et puis, le Conseil des ministres, État civil, le temps de la réorganisation. Et puis, Yark Damran, promu général de brigade. Vous lirez cela à la page 11 du journal de confrères qui mène une enquête autour de la cigarette. Le Togo parmi les gros consommateurs dans la sous-région. Vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Le quotidien Liberté est aussi dans les kiosques. La coalition appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine. Le confrère revient donc sur le sujet. Processus électoral et recommandations de la CEDEAO. Un autre coup foiré ou coup fourré en perspective du pouvoir Fort Nyasingbe. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis Togo, l'économie dégringole sous les coups de la crise sociopolitique. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. L'hebdomadaire Flambeau des démocrates qui revient sur la récente nomination au sein des forces armées togolaises. Le général Yark Damran, c'est comme cela qu'il convient de l'appeler aujourd'hui, au travail, mon général, s'exclame notre confrère Flambeau des démocrates. Économie, bilan 2017-2018 de production de coton, une hausse de 30%. Écrit notre confrère, le journal qui revient également sur l'interdiction d'importation, de vente et de consommation de tilapia au Togo. Attention à la confusion, s'exclame le journal Flambeau des démocrates. La nouvelle tribune exclusive dernière minute, report s'inédié du forum présidentiel de la jeunesse, de l'eau dans le gaz, écrit le journal. CHR d'Apawan en rebelote, écrit notre confrère. Et puis, si vous voulez, la rencontre Midji-Yawa Anit, l'association des infirmiers, fait le point. Les détails à découvrir dans le journal La Nouvelle Tribune. Il y a aussi le journal Ouara les vainqueurs. Ouara les vainqueurs qui revient également sur le Conseil des ministres et la promotion dans les rangs des corps habillés. Félix Abalo Kadanga, désormais général de division. L'information donc à lire à la page 5 du journal. Le confrère qui revient également sur le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État à Lomé. La CEDEAO met la pression sur les parties prenantes au dialogue. Et puis, nouveau regroupement politique, les centristes peuvent-ils se faire entendre? C'est l'interrogation du confrère Ouara les vainqueurs ce matin. Le journal qui revient également sur l'affaire Pascal Bodiona. Pascal Bodiona face au juge de la Cour suprême ce matin. La ténébreuse affaire d'escroquerie internationale refait surface. C'est ce que vous lirez dans le journal Ouara les vainqueurs ce matin. Il y a le journal chronique de la semaine. Le sommet de la CEDEAO a eu lieu malgré les agitations de la coalition. L'assaut final de l'opposition a été un fiasco, conclut le journal. Promotion au sein des forces armées togolaises. Félix Kadanga nommé général de division et les colonels Yark Damran et
Adjitou Komlan au grade de général de brigade. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la CEDEAO met en garde la coalition et sa société civile contre les violences. Réaction épidermique de Éric Dupuis de l'ANC, c'est ce que le confrère nous propose. Et puis modernisation des services à la direction des transports routiers et ferroviaires. Les avantages des innovations introduites présentées aux journalistes. Détails à lire dans le journal Chronique de la semaine. Il y a le journal Le Perroquet aussi qui revient sur l'affaire Pascal Bodiona, fausse affaire dite d'escroquerie internationale. Le pouvoir encore dans la dynamique d'une bonne publicité judiciaire gratuite pour Pascal Bodiona, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo. La CEDEAO, un véritable danger pour l'avènement de la démocratie. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, juger une boisson dangereuse et cancérigène, les raisons pour lesquelles la brasserie Bébé Lomé doit cesser de produire et commercialiser Coca-Cola au Togo. Les raisons là, vous les découvrirez dans le journal Le Perroquet à la page 5. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Le Changement, avec l'interview de Nathaniel Olympio qui dit, je cite, « S'ils s'entêtaient à maintenir leur référendum ou à organiser unilatéralement leurs élections, alors ils feraient peser sur le pays de graves menaces. » Interview de Nathaniel Olympio à lire à la page 4 du journal. Et puis tentative d'assassinat des leaders de la coalition, des manœuvres en cours pour faire capoter le dialogue et amener les Togolais au référendum. Le contenu sur le couteau sur la gorge, écrit le journal. Et puis le gouvernement qui interdit la commercialisation des tilapia au Togo, vous lirez l'information dans le journal Le Changement. Et puis il y a un dernier élément, c'est le professeur Togoata Pedo Ama qui dit « Nous ne sommes pas dans une démocratie où le centrisme a sa raison d'être ». Vous lirez l'article dans le journal Le Changement. Alors, dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux, outre Le Changement, vous avez Le Perroquet, il y a Chronique de la semaine, Ouara les vainqueurs, La Nouvelle Tribune également, Flambeau des démocrates, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous écouter sur Radio Taxi FM Lomé. Notre invité ce matin, on l'a annoncé, c'est Francis Ekon, le patron de la Convergence patriotique panafricaine. Monsieur Francis Ekon, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être venu chez nous, ici, ce matin. Oh, ce n'est pas la première fois que je viens chez vous. Il est vrai que depuis un certain temps, je m'étais un peu éloigné des ondes. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas de cœur avec vous. Je suis toujours avec vous. La CPP, ça fait un bon bout de temps qu'on n'entend plus parler de ce parti. Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui? En réalité, dites-moi que vous n'entendez plus parler des partis qui ont décidé de ne pas marcher. Bon, et sinon, la CPP continue à travailler, à se pencher sur les grands problèmes de l'État et continue à mobiliser ces jeunes. Mais la CPP a dit que la marche doit être une pression à un moment donné que l'on fait sur le pouvoir pour obtenir quelque chose de façon, disons, de façon déterminée. C'est-à-dire que la marche pour la CPP ne peut pas être une affaire de tous les jours. Et c'est pourquoi vous ne nous entendez pas beaucoup sur... Si vous voulez, sur cette question des manifestations de rue, nous allons revenir là-dessus. En même temps, en aucun moment, peut-être que je me trompe, je n'ai jamais entendu la CPP appeler à une quelconque manifestation de rue. Oui, mais il y a eu des moments où nous avons participé beaucoup à des manifestations de rue et nous sommes arrivés à la conclusion très rapidement que les manifestations de rue ne peuvent pas à elles seules faire résoudre le problème togolais. Par contre, nous pensons que même malgré les grosses difficultés qu'il y a, le dialogue demeure une arme essentielle. Et bon, tout est question de choix. Nous avons choisi de parler,
de nous pencher sur les problèmes, de faire des propositions de solutions. Et même, il y en a qui choquent certains amis. Mais nous disons que la politique, c'est avant tout le dialogue. Nous devons parler. Bon, et nous le faisons. Le dialogue aussi, si vous voulez, on va y revenir. Mais votre parti, la CPP, vous dites que on ne vous entend plus parler véritablement parce que vous n'êtes pas dans la rue. Mais en même temps, sur le terrain, on ne vous voit pas aussi. Non, pour vous, le terrain, c'est la rue. Sinon... Non, c'est pas évident. Bon, alors donc, si ce n'est pas évident, vous ne pourrez pas dire que sur le terrain, vous ne nous voyez pas. Bon, ce que moi, je voudrais dire et que je répète, c'est que les manifestations de rue doivent représenter des pressions à un moment donné. Nous ne pouvons pas en faire à la CPP la bouillie de tous les matins. Ce n'est pas possible. Très bien. La CPP n'accepte pas ça. Comment est-ce que vous voyez la scène politique togolaise depuis 8 mois maintenant? Oui. Bien, 8 mois en réalité. Comment est-ce que je vois la scène politique depuis 1990-91? Mais c'est ça le problème. Ça veut dire que depuis 91, 92, rien n'a changé, c'est ça? Donc, on ne peut pas dire que rien n'a changé. Non, juste de les choses ont évolué. Beaucoup de choses ont évolué. Il faut être honnête. Mais depuis 8 mois, il est arrivé donc sur la scène politique un courant qui n'est pas tout à fait nouveau, mais comme les Togolais commençaient à s'impatienter parce que le pays était devenu trop calme, ils n'avaient pas de solution à leurs problèmes, bon, les appeler à se remobiliser a été une affaire relativement, je ne dirais pas facile, mais un peu aisée, et les Togolais se sont remis dans la rue avec beaucoup de détermination parce qu'ils veulent le changement. Et ça, bon, depuis, tout le monde a compris qu'il faut venir à ce qui est le dada de la CPP, c'est-à-dire dialoguer et parler. Et nous, on est retourné à la table de discussion, de négociation avec le président du Ghana comme facilitateur. Bon, et avant cela, on avait dit que ce qu'on appelle les modérés au Togo, en politique, le mot n'a pas de sens réel. C'est le centre qui a un sens politique. On a dit que nous n'avons pas de place. Il y a des gens qui ont dit, si le groupe des 14 a clairement dit que si on veut que les modérés arrivent, viennent à la négociation, ben, il faut que ce soit UNIR qui les prend et qui doit le prendre dans sa délégation. Nous, on n'est pas UNIR, donc bien entendu, on ne peut pas accepter cela. Mais on a donné la chance aux deux partis. On leur a dit, allez-y, si vous réussissez, nous allons applaudir. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que ce problème, le problème togolais, soit réglé dans de bonnes formes, de façon apaisée. Nous, on insiste beaucoup sur l'adjectif apaisé. On ne veut pas de guerre. Nous ne voulons pas que ce pays se livre un jour à une guerre qui, malheureusement, n'épargnera personne. Donc, par conséquent, c'est dit, allez-y, on attend. Mais force est de constater qu'après 3 mois, les deux protagonistes, UNIR et le groupe des 14, sont restés sur leur position et rien n'a bougé. Rien n'a bougé, on va en parler, ne vous en faites pas. Francis Ekong, aujourd'hui, avec un peu de recul, quand vous vous projetez sur la scène politique togolaise, la gouvernance de ce pays, les Togolais eux-mêmes, comment ils vivent, qu'est-ce que cela vous dit? Quel est le retour au niveau de la CPP? Vous comprenez, Eric, vous comprenez que la CPP n'a pas arrêté de dire que la misère s'amplifie dans notre pays. Bon, quand vous prenez aujourd'hui, et je suis sûr que vous allez m'amener là-bas, vous n'allez pas me rater là-dessus, c'est sur les problèmes sociaux. Bien sûr. Bon, quand vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux, les grèves,
les enseignants, il se passe aussi avec les enseignants quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que des enseignants sont en grève sans être en grève. Ils sont en grève dans les villages à l'intérieur du pays. Les écoles sont pratiquement fermées. Bon, et tout cela ne peut pas mettre un politique de la CPP à l'aise. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous disons que ce n'est pas... Vous vous rendez compte que nos élèves, nos enfants ne sont pas à l'école et l'année va finir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Les faire tous doubler? Ce n'est pas possible. Les amener en classe supérieure avec toutes ces lacunes. Bon, c'est de gros problèmes. Et je dois vous dire que nous sommes très, très, très inquiets. Nous sommes très, très inquiets. Et nous estimons que, en lisant tout à l'heure dans un des journaux où on dit que l'économie est en train de s'effondrer, oui, etc. Le quotidien Liberté. Bon, est-ce que nous pouvons souhaiter cela? Il y a des gens qui le souhaitent. Politiquement, il y a une orientation politique, vous le savez autant que moi, qui dit qu'il faut que les gens arrivent à la misère totale, qu'il n'y a plus rien à manger, et qu'à un moment donné, ils se décident à dire, ok, il vaut mieux mourir que vivre. Et en ce moment, tout ce que vous leur demandez, ils le feront. Il y a cette orientation politique qui existe. Mais aujourd'hui, en 2018, est-ce que ça peut encore tenir? On ne peut pas. Vous ne pouvez pas rester insensible aux souffrances de ce peuple. Que faites-vous au niveau de la CPP? Quand on aura fini de faire le constat de l'école qui ne marche pas très bien, les hôpitaux qui ne marchent pas, les mouvements de grève sur grève, cette semaine également, la synergie travail du Togo est en grève de 4 jours. Okay. Quand on aura fait ce constat de pourrissement, il s'agit de ça, non? Bien sûr, de pourrissement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. La CPP, parce que là-dessus, vous avez été à faune. Vous savez, nous avons donné nos points de vue. Si nous ne parlons plus, c'est que ça fait même des répétitions. Nous avons dit que ce pays est un pays riche. Il faut avoir le courage de le dire, c'est un pays riche. Il s'agit de mieux gérer. Nous l'avons dit au gouvernement en son temps, qu'il faut faire en sorte que ce pays soit géré. Non seulement il faut que ce soit mieux géré, qu'on ne nous dise pas seulement que le produit intérieur brut augmente de 5%, 6%. Non, il faut une meilleure redistribution du revenu national. Il faut faire en sorte que le revenu national soit distribué d'une certaine façon. Il faut faire en sorte que lorsqu'on passe un concours, que ce soit les meilleurs qui réussissent. Il faut faire en sorte que lorsque nos jeunes ont fini une licence, une maîtrise, un 3e cycle, etc., qui ne soient pas obligés de retourner aux étudiants, etc. Ça, c'est un travail de ceux qui gouvernent. La CPP ne peut rien faire dans ce domaine. La CPP ne peut que donner des conseils. La CPP ne peut... Nous, ce n'est pas des réclamations seulement. Nous donnons des conseils. Nous disons ce qu'il faut faire. Et quand nous avons dit que le financement de nos femmes qui sont de petites personnes, de petites commerçantes, et qui ont souvent besoin de 25, 30 000, 40 000 francs pour vendre leur charbon, pour faire la bouillie le matin, etc. Que c'est un gros problème. À un moment donné, nous avons vu que le gouvernement s'est penché là-dessus. Mais en réalité, est-ce que ça peut sortir les gens de la misère? Non, ça ne suffit pas. Mais les gens, au moins, ils mangent. Bon, mais la misère du Togo aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir à manger. Mais quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médecin, vous ne sortez pas de votre misère. Oui. Donc, sortir de la misère est une politique d'État. On décide de faire une politique où les gens vont sortir de leur misère. Mais, ici, je dois vous dire une chose. C'est la volonté nationale. Les gens parlent que c'est simplement un problème de gouvernement. Non! C'est le problème de tout le monde. Quand vous êtes un médecin... Mais il y en a qui définissent d'abord la politique. Tout à fait. Il y en a qui définissent la politique. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut que des gens définissent la politique. Mais c'est pour des hommes. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un enseignant, et que pour une raison ou une autre, vous n'allez pas faire vos cours, bon, ce qu'il faut,
c'est qu'on puisse vous sanctionner. Si on n'arrive pas à vous sanctionner, ou bien dès qu'on vous touche, on veut vous sanctionner, il y a une grève pour vous défendre. Vous comprenez que ce n'est plus simplement un problème politique du pouvoir politique, c'est un problème aussi du citoyen. En même temps, il y a un droit à la grève. Bien sûr que le droit de grève Donc, quand existe. vous grévez, on ne peut pas, excusez-moi d'utiliser le mot gréver ou le verbe gréver qui n'existe pas dans le bon français, quand vous êtes obligé d'aller à la grève, il y a un droit. C'est un droit. Comme si vous voulez faire des manifestations, marcher dans la rue, c'est un droit. Mais tous ces droits-là, nous devons les utiliser avec parcimonie. Tout à l'heure, quelqu'un dit que le centrisme n'a pas de place dans un pays qui n'est pas encore une démocratie. Mais le centrisme a une idéologie, un humanisme qu'il faut défendre. Est-ce qu'il faut être nécessairement dans un pays démocratique avant de défendre l'humanisme, avant de défendre une meilleure répartition de la richesse nationale, avant de définir la justice sociale? Ce sont là le fondement, je dirais, philosophique du centrisme. Donc, par conséquent, nous ne pouvons que réclamer ces choses. Mais quand vous réclamez une année, rien ne change. Vous réclamez deuxième année, ça ne change pas. Troisième année, ça n'évolue pas. Vous faites quoi en ce moment en tant que parti politique? Vous demanderez le suffrage de vos concitoyens pour gérer à la part de ceux qui, soit ils définissent ou ils définissent pas la politique. Vous savez, vous faites le travail à leur place. Je suis d'accord avec vous. Non, je pose une question. Non, vous avez raison. Nous expliquons. Et si nous expliquons à un moment ou à un autre, il faut que ce peuple comprenne. Si le peuple dit qu'il y a des élections, je suis mal gouverné, je vote pour l'opposition, c'est très bien. Si le peuple continue à voter pour les gens qui sont au pouvoir, mais qui les gouvernent mal, eh c'est la responsabilité aussi du peuple. Il faut savoir que le peuple a des responsabilités. Donc par conséquent, nous, ce que vous trouvez, Eric, que c'est très mauvais, peut-être que quelqu'un trouve que c'est bien. Oui. Bon, dans notre pays, où on dit, chaque fois nous parlons du peuple, du peuple, du peuple, le peuple togolais est très diversifié dans sa conception de la vie. Donc par conséquent, il y a une partie du peuple qui veut quelque chose, une autre partie du peuple qui veut autre chose, une autre partie qui veut autre chose, etc. C'est pourquoi c'est très prétentieux de vouloir parler au nom de tout le peuple togolais, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Donc par conséquent, quand vous parlez... En même temps, il y a toujours un peuple qui élit un président qui s'impose à tout le peuple. Le président devient le président de tout le peuple. Ça ne veut pas dire que tout le peuple a voté pour le président. Non. Vous connaissez un vote, ou enfin il y en a eu dans certains pays en Afrique, où on vous dit que 100% ou même 100,2% ont voté pour la personne. On a vu des trucs bizarres. Mais en réalité, ce qu'il y a, dès que vous avez 52-53% de personnes qui votent pour un président, il est bien élu. Alors, le problème du Togo aujourd'hui, avant qu'il ne soit véritablement un problème politique, c'est un problème social. C'est ça? Non. Les gens qui mangent par leur faim, par exemple. Non. Les gens qui vont à l'école ne trouvent pas du boulot à faire. C'est aussi ça notre aspect du problème togolais? Le problème politique existe. Il faut avouer que le problème de l'alternance est un problème qui préoccupe les Togolais. Il existe. Bon. Et à la limite, si on n'arrive pas à faire de la politique correctement dans notre pays, et quand quelqu'un dit le centrisme n'a pas de place, c'est parce qu'il voit les choses pour le pouvoir d'Enyasingbe ou contre le pouvoir d'Enyasingbe. C'est ça, curieusement, comment ils pensent. On a réduit la politique à cela. Non. C'est vrai que les gens veulent véritablement, à un moment ou à un autre, ils veulent l'alternance. Mais il existe, comme vous le dites si bien, Eric, des problèmes qu'il faut résoudre. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'aspect politique du changement ou du non-changement. Des gens doivent manger. Ils doivent se lever, ils doivent éduquer leurs enfants. Ils doivent se soigner, etc. Et tout ça, c'est des besoins du pays
Et il faut absolument qu'on comprenne. On ne peut pas être fier ou être content parce que l'économie de notre pays est en train de dégringoler. Des gens applaudissent. Ils pensent que parce que l'économie dégringole, on crée des difficultés pour le pouvoir seul. Ce n'est pas vrai. On crée des difficultés pour tout le monde. Alors, il faut savoir. Moi, ce qui est terrible, et je vais encore une fois vous le dire, c'est les femmes qui vendent le charbon, qui vendent de la bouillie, qui vendent des haricots le matin, et qui sont obligées de faire ça pour vivre. Et le jour où on ne vend pas ça, oui, elles ne vendent pas ça, il n'y a pas de quoi manger le surlendemain. Donc, moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Face à ça, on fait quoi? Si, en dehors du problème politique qui est réel dans le pays, le social s'y ajoute, que se passe-t-il en ce moment, à votre avis? Moi, à mon avis, et ça aussi j'ai eu l'occasion de le dire, je crois que le président Edem Kojo aussi a eu l'occasion de le dire, et j'ai même entendu d'autres partis politiques qui sont aujourd'hui avec le groupe des 14 le dire, c'est que les énergies que nous avons, les efforts que nous menons doivent aussi être orientés vers l'économie. Aujourd'hui, on passe tout notre temps à parler de politique, tout simplement parce qu'il y a ce problème d'alternance. À un moment ou à un autre, bien entendu, il faut que l'on dise, ok, les choses sont aujourd'hui relativement claires pour qu'on puisse dire, allez, on s'occupe de l'économie. Bon, si ce n'est toujours pas clair, ce n'est pas autour d'une table comme celle que nous avons aujourd'hui que vous allez parler du départ d'un président de République. Vous allez parler du départ d'un président de République dans un groupe où vous êtes à peu près 20 autour d'une table pour parler de cela. Bon, si c'est un problème réel, nous sommes en Afrique. Il faut qu'il y ait un cadre. Il y a un certain nombre de personnes. Moi, je vais rester sur le problème social. Parce qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte que la situation sociale dans la capitale ou dans la grande ville du pays, même si elle est mauvaise, elle est un peu acceptable qu'à l'intérieur du pays. Dans nos contrées, dans les communautés, il vous arrive souvent en tant que responsable de parti politique de faire le tour de ce pays, d'aller vers les populations. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Mieux que ça. Moi, je suis un fils de paysan, un arrière-petit-fils de paysan. Je suis souvent au village. Et je sais comment les gens souffrent. Je vous assure que si vous prescrivez des fois des médicaments, de la nivaquine, des choses pour 150 francs à un paysan, il n'arrive pas à payer. Et il y en a qui peuvent parfaitement décéder à cause de ça. Donc je suis très conscient. C'est pourquoi je dis, mettons nos efforts aussi ensemble. Autant on se bat pour des raisons politiques, battons-nous aussi pour des raisons économiques. Battons-nous aussi pour régler les problèmes sociaux. Il est vrai que le gouvernement doit donner un coup de main en privilégiant un peu une meilleure redistribution des ressources nationales, un meilleur investissement. Le gouvernement doit le faire. Mais nous aussi, notre comportement doit être tel que nous devons continuer à chercher à ce que notre pays avance. Vous n'avez pas à les le communautés retarder. ou vos camarades de l'opposition, tout le monde qui ne font pas suffisamment? Tout le monde. Tout le monde. Nous ne faisons pas suffisamment. Nous ne faisons pas suffisamment. Vous ne croyez pas? Vous pensez que nous faisons suffisamment? Moi, si je demande dans une semaine au peuple d'arrêter 2 fois de travailler pendant une semaine, je calcule le coût. Et je me demande, est-ce que je peux continuer à faire ça toutes les semaines pendant 1 mois ou 2? Quelles sont les répercussions directes sur la population? Moi, je me pose cette question. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se poser cette question. Parce que les gens disent qu'eux, ils sont pas contents, donc il ne faut pas qu'on travaille. Moi, je dis non, si on ne travaille pas, on ne va pas manger, le social va s'empirer. Heureusement qu'on continue à payer les fonctionnaires. Si on n'arrive plus à payer les fonctionnaires, qu'est-ce que ça va être? Si les investissements qu'on doit faire à l'hôpital, on n'arrive pas à les faire,
si les investissements que l'on doit faire dans le social, si on n'arrive plus à les faire, c'est pourquoi je dis que nous sommes tous responsables. C'est vrai que les premiers responsables, c'est ceux qui gouvernent. Mais nous aussi faisons en sorte qu'une partie des efforts que nous mettons aujourd'hui pour la mobilisation soit aussi orientée vers le développement. Oui, mais en même temps, quand vous voulez globaliser la responsabilité, vous ne voulez pas qu'elle soit partagée, vous voulez plutôt qu'elle soit partagée, vous ne voulez pas qu'elle soit concentrée entre les mains d'une seule personne. Il y en a qui ont dit au peuple qu'ils sont capables de gérer, on leur donne le mandat de gérer. Quand ils n'arrivent pas, ou le résultat n'est pas palpable, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage de dire que on vous donne le pouvoir de gérer, vous n'arrivez pas, nous sommes toujours dans la souffrance, c'est vous le responsable. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ce soit comme cela? Non, pourquoi vous dites que je ne veux pas? Comprenez mes nuances. Premièrement, ça m'étonnerait qu'un homme politique dise « je suis capable seul de gérer un pays ». S'il dit ça, moi je sourirais simplement. Parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez gérer un pays correctement que si des gens sont autour de vous et partagent votre opinion. On choisit ceux qui peuvent être autour de soi pour que le travail avance. Des fois, vous arrivez, vous les trouvez sur place. Des fois. Ne prenez pas seulement le cas du Togo. Dans un pays où vous voyez tous les 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, aux États-Unis par exemple, etc. Quand vous arrivez au pouvoir, vous ne pouvez pas remplacer tout le monde. Donc il y a des gens qui sont là-bas et vous êtes obligé de composer. Si vous commencez à licencier des gens parce que ce n'est pas vous qui les avez amenés, vous créez d'autres problèmes. Bon, dans notre pays, disons que ce n'est pas tout à fait cela. Parce que le pouvoir existe depuis longtemps. Et on peut lui coller la responsabilité de tous ceux qui sont à des postes de décision. Parce qu'on peut le comprendre. Mais en même temps, il faut dire que si on vous met à un poste de décision, ce n'est plus celui qui vous a mis à ce poste de décision qui viendra faire le boulot à votre place. Vous devez faire le travail vous-même. Et quand vous faites le travail, vous devez faire en sorte qu'il y a une justice sociale dans vos prises de décision. Et c'est tout le problème du Togo. On a l'impression que nos cousins sont plus importants que ceux qui peuvent faire le travail réellement. Que nos frères sont plus importants que ceux qui peuvent faire le travail réellement. Et nous n'arrivons pas à nous défaire de cette conception erronée de la vie sociale. Et je dis que c'est erroné. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on passe? Que ça change, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que si cette affaire-là est trop importante, vous dites que ça change. Il est très difficile de licencier des gens, de les licencier. Vous pouvez licencier un certain nombre de personnes. Nous avons, dans notre pays, nous avons vu un truc. Le président de la République, à un moment donné, s'est plaint que l'argent du Togo est pratiquement dans les mains d'une minorité. Vous vous souvenez de ça? Ça s'est limité à un constat. Bon. Qu'est-ce qu'il a pu faire après? Sur le terrain, rien n'est assez visible. C'est ça le vrai problème de la gestion. Ça veut dire que le problème du Togo est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense? Beaucoup. Il est très complexe. Le problème du Togo est très complexe. Et il serait, vous savez, en réalité, c'est ce problème d'alternance qui complique tout. Parce que vous ne pouvez pas parler à quelqu'un de façon, je dirais, juste, de façon droite, sans que la personne se demande, il est de quel bord? Dès qu'on dit que vous êtes de tel bord, c'est que ce que vous dites est nécessairement faux si la personne est de l'autre bord. C'est ça qui complique les choses. Si c'est un bonhomme d'unir qui a une belle théorie, personne ne va l'écouter si ces personnes sont de l'opposition. Et si c'est quelqu'un de l'opposition qui a une belle théorie pour avancer, qui fait des propositions correctes, les gens d'unir ne vont pas l'écouter. Bon, et c'est ce qu'on voit dans la salle de négociation. Et je reviens là-dessus. Il y a deux groupes qui sont là et on ne parle que de la même chose depuis 3 mois. Et c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient s'affronter. On leur a laissé pendant 3 mois l'occasion de s'affronter. Ils se sont affrontés. Ils ont vu qu'ils n'avançaient pas. Et maintenant que nous disons, bon, écoutez,
vous existez. Mais il existe aussi d'autres courants politiques qui se taisent pour vous voir avancer. Et si vous réussissez, ce courant va vous applaudir. Mais si vous ne réussissez pas, le courant va donner aussi des idées. Et les gens sont énervés. Moi, j'ai parlé simplement 3 minutes. 3 minutes. Et dans cette conférence de presse. Oui, dans cette conférence de presse, l'ensemble de ce que nous avons dit, c'est à peu près 15-20 minutes. Et puis des gens gesticulent à ce point. On dit on n'a pas le droit de parler. Parlons justement. Nous n'avons pas le droit de parler. Heureusement que sur Radio Taxi FM, c'est la liberté de ton. Vous avez le droit de tout dire. Tout, si vous voulez bien. Parlons justement de votre regroupement. Il y a la coalition des 14 partis politiques. Là, vous venez de créer une coalition de 3 partis politiques. Alors, quel est votre objectif en vous mettant ensemble CPP, PDP et le NET? Vous voulez être un tampon entre le pouvoir et la coalition de 14 partis politiques? Non, c'est ça votre objectif? Je crois que nous devons reprendre les discussions à certains moments. Parce Très bien. que je crois que certains ne nous ont pas compris. Nous disons que dans ce pays, il existe un autre courant politique. Il existe un autre courant politique et qui n'est pas représenté dans la salle. Donc, nous n'avons pas créé une union rigide avec des objectifs pour dire que nous constituons un front où nous sommes un groupe. Le courant des centristes existe. Ce courant veut s'exprimer. Ce courant a un cercle. Prenez un exemple. Un courant qui veut briser la bipolarisation du pays. Le courant ne tient pas nécessairement à briser. Le courant tient à vous dire qu'il existe et qu'il a des idées. Mais il ne veut pas nécessairement briser. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez qu'on existe. Le fait même d'exister gêne les gens. Le fait qu'on existe, que nos idées existent. Je vous donne un exemple. Le gouvernement du Togo, aujourd'hui, est en train d'avancer vers un référendum avec 3 articles. Et quand nos amis du groupe des 14, ils ont parlé, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, je n'étais pas là, il semble qu'il n'y a que 5 articles. Est-ce que c'est vrai, Eric? Vous êtes journaliste. Moi, je ne sais pas. C'est bien cela. Bien. Nous, le courant centriste, nous avons 27 articles. On demande qu'on réforme 27 articles. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise, qu'on ne dise rien? En réalité, quand on voit la proposition de la coalition, ce n'est pas expressement 5 articles, mais c'est 5 points. Alors, ces points, quand il va falloir les développer, ça fait un peu plus de... Bon, ok, on n'a qu'à les développer pour qu'on sache. Parce que les journalistes disent que c'est 5 articles. Non, 5 points. C'est 5 points. Oui. Donc, nous disons, ok, messieurs, aujourd'hui, les gens disent la classe politique togolaise est une classe politique bipolarisée. Est-ce que ce n'est pas une réalité, ça? Oui, dans la salle, c'est une véritable réalité. Mais ce n'est pas la réalité politique au Togo. Nous avons des idées et nous continuons. Je vous ai toujours dit que nos problèmes, c'est toujours d'avancer des idées. Et vous avez vu les progrès qu'on a fait dans notre pays, que sur le plan électoral, par exemple. Bon, quand on a parlé des 22 engagements, vous étiez un peu jeune. Regardez les insultes qu'on a eues. Regardez quand on a dit en 2002, vous-même, vous m'avez eu. Et j'ai dit non, vous ne pouvez pas boycotter les élections de 2002. C'est pas possible, ne serait-ce que pour protéger la Constitution. Les gens sont allés jusqu'à dire à nos jeunes frères de bain, n'allez pas prendre vos cartes d'électeurs. Si vous prenez vos cartes d'électeurs, vous êtes des traîtres. Et les jeunes ne sont pas allés prendre la carte. On nous a insultés. Bon, mais nous aurions dû continuer à nous battre là-dessus. Et regardez, tout ce qu'on réclame aujourd'hui, c'était dans la Constitution toilettée entre griffes. Donc nous disons, nous avons des idées. Ne nous empêchez pas de les avoir, même si on ne vote pas pour nous, parce que nous ne sommes pas capables du populisme. On ne sait pas le faire. On ne sait pas comment raconter des histoires pour être populaire. Même si on sait que ces histoires sont erronées, on ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire. Mais laissez-nous développer nos idées. Et s'il y a des choses qui sont correctes dedans, que vous voyez acceptables, vous les prenez. Mais ne nous empêchez pas de parler. Quand on dit que le centrisme n'a pas de place,
Mais oui, comment c'est le professeur Togo Atahama dans un brûlot presque qui, après votre conférence de presse, qui a dit que nous ne sommes pas dans une démocratie où le centrisme a sa raison d'être. Bon, il faut qu'il définisse ce c'est que le centrisme. Et la philosophie du centrisme et qui définit ce que c'est que la démocratie. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel on ne peut pas dire... Le centrisme, ça voudrait peut-être dire, vous n'êtes ni chaud ni froid. Est-ce que vous risquez pas d'être vomi? Qu'est-ce que ça veut dire, être chaud et froid? Un homme... Dans l'opinion, on dit... Un homme est toujours chaud. Vous roulez pour qui? Est-ce que je suis obligé de rouler pour quelqu'un? Pourquoi je dois rouler pour quelqu'un? Mais je ne comprends pas ce pays. Pourquoi je dois rouler pour quelqu'un? J'ai des idées. Je vends mes idées. Je vous les donne même gratuitement si vous voulez. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Dans cette salle où pendant 3 mois on discute, quelles sont les idées qui ont été défendues? De retour à la Constitution de 92. Point. Final. Il y a aussi le vote de la diaspora. Bon, ok. Donc, et puis c'est fini. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? Non pour le retour à la Constitution de 92, oui pour la diaspora. Alors, qu'est-ce que vous défendez maintenant? Qu'est-ce que vous défendez maintenant? Il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. Qu'est-ce que vous, qui accepte? La coalition veut le retour à la Constitution. Au niveau de l'opposition... Vous appelez ça accepter? J'en sais rien, mais eux, ils posent ce problème. Au niveau du gouvernement, on dit on n'est pas tout à fait d'accord. Faure Gnassingbé ne peut pas quitter le pouvoir comme cela. Vous, quelles sont vos idées? Nous vous avons invité pour que nos auditeurs puissent comprendre le message que vous voulez faire passer. Quelles sont vos idées? Si c'est cela, bon, nous allons vous dire que nous disons ceci. Le changement que l'on demande, l'alternance politique que l'on demande, c'est pour tous les Togolais, y compris même probablement des gens du Niger. Bon, donc, on ne peut pas douter une seule seconde que nous ne sommes pas pour le changement, à moins d'être de mauvaise foi, terriblement de mauvaise foi. Donc, depuis toujours, nous avons dit que si nous sommes tous d'accord sur l'objectif à atteindre, les stratégies pour y arriver sont complètement opposées. Si vous et moi, M. Gator, là où nous sommes dans votre studio, nous disons que juste après ceci, à 13h, on va aller à Tablibo. Je vous invite à Tablibo. Et je vous vois prendre la route d'Aneho. Et moi, je prends la route de Sévier. Ça veut dire que vous n'irez pas à Tablibo. Quand on prend la route d'Aneho, on ira forcément à Tablibo, mais avec un peu plus de temps. Oui, bon. Et si quelqu'un qui prend la route de Sévier, il ira à Tablibo. Même s'il y a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de différence, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas. Et le problème chez nous, c'est que cela ne veut pas dire que c'est ceux qui sont les plus pressés qui arrivent nécessairement. Aujourd'hui, on peut dire la route de Sévier est bonne. Mais moi, je ne peux... Si la route d'Aneho est bien bitumée et que celle de Sévier n'est pas bien bitumée, on peut, pour un certain nombre de raisons, prendre la route de Sévier ou la route d'Aneho. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas à Tablibo. Si je vous dis que dans cette salle où vous dites il faut absolument qu'on nous dise que le président doit partir tout de suite. C'était comme ça que j'avais appris avant. Je vous dis non. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un président ne se lève pas un matin, puis prend ses clics et ses claques et s'en va. Il crée une situation difficilement gérable. Avant de partir? Si un matin, un président se lève et puis il dit « je vous abandonne, je m'en vais », c'est difficilement gérable. C'est pourquoi il faut négocier, il faut discuter. Et ce n'est pas avec 14, 15, 20 personnes que ça se fait. Si nous ne voulons pas, si nous ne souhaitons pas que le président de la République soit même candidat en 2020. La discussion doit prendre en compte combien de personnes à votre avis? Moi, dans des cas comme ça, 4 ou 5 personnes
de haute autorité dans le pays, des gens respectables et respectés, peuvent parfaitement discuter avec un président de la République pour lui dire, ok, ce que vous avez fait jusqu'à présent, il y a des points très très positifs, il y a aussi des points négatifs, mais nous souhaitons l'alternance. Comment vous voyez ça? C'est une proposition des centristes aujourd'hui? Non, ce n'est pas une, c'est nos idées, c'est les idées que nous avions défendues dans le passé, que je vous dis. Parfait. Mais elles ne sont pas loin de ce que le centrisme va proposer si le centrisme venait à cela. Parce que nous, ce qu'on dit, le fait même de lier le départ du président de la République au problème de réforme constitutionnelle, parce qu'il y a ce point-là, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, qui fait qu'au lieu que l'on parle de tous les points de la Constitution, tout le monde est braqué sur ce point-là. C'est ça qui fait que, malheureusement, il est impossible de dissocier la réforme de la Constitution, la réforme du Code électoral des problèmes purement politiques. Sinon, il faut faire des réformes impersonnelles, où personne n'est visé. Et ensuite seulement, le problème du départ du président Faure en 2020 va être discuté dans un autre cadre. Et ce cadre doit être un cadre réduit. Ça ne peut pas être un cadre de 20-30 personnes. Non, si j'avais à proposer, c'est ce que je dirais. Et je n'aurais pas honte de le dire, même si on me critique. Parce que nous avons beaucoup voyagé et nous avons beaucoup vu. Je suis avec des amis de Tunisie qui sont partis ce matin. Nous étions, quand Ben Ali est parti, nous avons bien applaudi. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le chômage est passé de 6, 7, 8, 10%, je ne sais plus, à 26, 30%. Donc il y a toujours quelques problèmes dans ce départ précipité. On peut éviter ça en discutant froidement. Et bien sûr, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas dans le boucan que ça se fait. Les gens vous disent que ça s'est passé au Burkina Faso. Ce qui s'est passé au Burkina Faso est terrible. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de négociations. Il y a eu des négociations. Même malgré ça, il y a des problèmes. Si vous prenez Haïti, jusqu'à présent, il y a des problèmes. Si vous prenez la Libye, jusqu'à présent, il y a des problèmes. Alors, quelles sont vos idées par rapport au débat actuel au Togo? Mais je viens de vous le dire. Oui, je vous ai dit, discutons de la Constitution de façon impersonnelle. Discutons du code électoral. Le fait de dire, par exemple, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, ça vise forcément Faure Gnassingbé, à votre avis aussi? Est-ce que si on s'accroche à ça, ce n'est pas parce qu'on vise quelqu'un? En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Il faut que ce soit dans la Constitution. Seulement si vous dites que c'est dans la Constitution et que vous dites que les réformes que vous faites sont d'application immédiate et rétroactive, vous visez quelqu'un. Pourquoi vous vous trompez? Vous, les journalistes, vous ne devez plus poser des questions comme ça. Si. Non, nous avons une liberté de temps. Vous savez parfaitement ce qu'il y a. Vous revendiquez notre liberté de temps. Oui. Pourquoi surtout nous, on ne se prive pas de poser toutes les questions. Bon, il ne faut pas que je me prive de vous répondre non plus. Parce que en réalité, vous savez que c'est le problème. Il y a 4 ans, un peu moins, avec l'histoire du CAR, qui est arrivé à un moment où le CAR nous disait on peut parler avec le président Gnassingbé pour que le mandat qui se termine soit son premier mandat, que celui qui va commencer en 2015 soit son 2e mandat. Et puis, au lieu qu'on parle de ce problème... On était en 1994 à l'époque. On était en 1994. Regardez ce qui s'est passé. On a traité le président du CAR de tous les noms. Pourtant, qu'est-ce que vous aviez comme force pour empêcher le président Gnassingbé d'être candidat en 2015? Qu'est-ce que vous aviez comme moyen? De toutes les façons, moi je dis une chose.
l'histoire montrera ceux qui ont empêché ce pays d'avancer d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas pas seulement les gens d'unir. On peut trouver des gens dans la branche radicale qui aussi fait en sorte que les choses ne bougent pas. Moi, je pense que... Ils sont tout aussi responsables que ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? Ne compare pas les choses. Vous êtes toujours en situation de comparaison. Non, puisque vous parlez de ceux qui sont dans le radicalisme. C'est vous qui avez sorti le mot tout à l'heure. Oui, mais je dis les radicaux, mais je ne compare pas. Vous savez, si quelqu'un a besoin de 100 unités... Le fait même de parler de radicaux, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas des radicaux. Il y a des gens qui ne sont pas des radicaux. Donc on peut les comparer alors. Ah oui, mais... Moi, je vous ai toujours dit que j'évite de comparer. Parce que les radicaux ne peuvent pas à 100% être dans le tort. Comme ceux que vous appelez les modérés ou les centristes ne peuvent pas être 100% dans le tort. Seulement, c'est quand il y a des gens qui disent, par exemple, vous n'avez pas le droit à la parole. Ça, ils sont complètement dans un tort épouvantable. Comment vous pouvez empêcher un Francis Écon de parler? On ne peut pas, c'est pas possible. Je vais parler quand j'ai des idées. Même si ça vous choque aujourd'hui, comme en 2002, les insultes que j'ai eues, qu'est-ce que ça a pu faire? Aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire que c'est eux qui s'étaient trompés. Bon, donc, moi, de la même façon, avec tout le respect que je dois à certains amis, quand ils sont revenus de Ouaga, j'ai dit non, vous avez tort, mes amis de l'IFC, de refuser de rentrer au gouvernement. Parce que si nous voulons parler, vous êtes les premiers à dénoncer la PG. Parce que vous devez rentrer au gouvernement. Mais on va se taire. Parce que nous n'allons pas dire nous-mêmes que c'est l'opposition qui a dénoncé la PG. Mais j'ai eu tort de me taire. J'aurais dû commencer à parler très fort à l'époque. Comme vous commencez pas à parler maintenant? Oui, comme je parle maintenant. J'aurais dû le faire en ce moment-là. Que, vous savez, et ça aussi, je sais que vous le savez, au début de la lutte, le premier meeting que j'ai fait à Baie, je sais, vous commencez à sourire, donc vous savez ce que c'est, peut-être que vous avez vu. Quand j'ai donné mes idées sur la nécessité de la fraternité dont on a besoin pour avoir un Togo uni, il y a un jeune homme de Baie qui s'est levé, il m'a dit, monsieur Ekon, si c'est ces idées-là que vous amenez ici, nous ne voterons jamais pour vous. Vous vous souvenez, je lui ai répondu, tant pis, ne votez pas pour moi, vous ne m'empêcherez pas de vous dire ce qui est vrai. C'est pareil aujourd'hui. Vous ne votez pas pour moi, vous ne m'empêcherez pas de vous dire ce qui est vrai. Même si vous m'insultez, je vous le dirai. Vous reconnaîtrez 4, 5, 10 ans après que j'ai raison, mais je vous le dirai. Très bien. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve dans 2 minutes environ pour poursuivre le débat. 93.1 Taxi FM. Deuxième partie de Taxi Presse avec notre invité Francis Ekon, le président de la CPP qui est notre invité donc ce matin. Nous parlons de la situation politique de notre pays. Le diagnostic est fait. Au niveau du groupe les centristes, vous voulez apporter votre pierre pour la résolution ou dans la résolution du problème togolais. Comment pensez-vous y prendre finalement? Comment allez-vous prendre pour régler ce problème véritablement? Non, ce serait très prétentieux de notre part de vouloir nous seuls régler le problème togolais. Quel est le plus-value que vous apportez? Voilà, ce que nous apportons, et je viens de vous le dire, c'est des idées. Bon, ceux qui peuvent prendre nos idées et travailler avec ces idées, ok, ils n'ont qu'à prendre les idées et travailler avec nos idées. Et nous disons ceci, pour l'heure, ce qui nous préoccupe, faisons une constitution impersonnelle, où personne n'est visé. Faisons en sorte que le jour où il y a des élections, ces élections soient le plus transparentes possible et que l'opposition puisse les gagner et qu'on déclare l'opposition gagnante.
C'est sur ça qu'il faut travailler. Bon, bien entendu, on me répondra, oui, mais il va y avoir tellement de fraude, etc. C'est pourquoi nous allons travailler lorsque les critères de fraude sont suffisamment identifiés, les endroits où on peut faire des fraudes sont bien identifiés, nous allons travailler à faire en sorte que ces endroits-là soient réduits au strict minimum possible. N'oubliez pas. Il semble que c'est une vue de l'esprit que de dire qu'on va travailler pour réduire les fraudes dans ce pays, tant que le régime en place est là. Je ne sais pas. Quand nous avons dit que nous voulons les urnes transparentes, on nous a dit que c'est impossible. D'abord, c'est trop cher, que c'est impossible, on ne peut pas. On a fini par avoir des urnes transparentes. Quand nous avons dit que nous ne voulons plus des bulletins individuels, parce que vous allez à des endroits où certains candidats ont leur bulletin complètement détourné, ils n'ont pas de bulletin, pendant qu'il y a encore des votes, nous disons c'est un bulletin unique pour tout le monde, des gens ont refusé. Nous l'avons obtenu. Nous, quand les gens disent que les choses sont impossibles, nous disons non. Parce que nous avons affaire à des humains. Ce n'est pas des machines. Et à un moment donné, un humain, sa raison lui dit non, quand même, ce qui se passe là, c'est que des gens ont raison. S'ils ont raison, vous ne pouvez pas éternellement continuer à dire non, 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 et non, comme la poupée qui ne sait dire que non, non, non. Donc, par conséquent, on peut évoluer. Qu'on nous dise ou qu'on nous aide à identifier tous les points de fraude. Et on va essayer de les réduire au strict minimum. Nous tous, le gouvernement et l'opposition, on essaie de réduire ça au strict minimum. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut tout faire. On finira dans les urnes. On ne peut pas éviter les urnes. Ce n'est pas possible. On n'évitera pas les urnes. À un moment ou à un autre, on doit voter. Donc, par conséquent, il faut faire en sorte que les fraudes, les occasions de fraude diminuent. Bon, maintenant, le chef de l'État, je reviens sur le sujet, le chef de l'État, en décembre dernier, dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, disait que des gens voulaient le faire partir par la rue, l'insurrection populaire. Ça voudra dire que, comme ailleurs, on peut aussi venir, pas forcément par les urnes. Oui, mais une fois que la personne est partie, le lendemain, vous retournez tous aux urnes. Vous retournez aux urnes. Bon, on ne peut pas dire que les urnes, ce n'est pas un point de passage obligé. Même si quelqu'un décède, quelqu'un meurt, quelqu'un que vous renvoyez, dès que vous avez fini de le renvoyer, vous commencez à vous battre entre vous. Qui choisit pour vous diriger? Et vous allez aux urnes. Et on va toujours aux urnes. Maintenant, en ce qui concerne le départ, renvoyer le président par les rues, vous savez, nous, on n'a jamais été partisans de ça. Et on n'a pas honte de le dire. Parce que les conséquences de cela, on les connaît. Elles durent, les conséquences durent longtemps. C'est pourquoi, si vous entendez la CPP parler, on parle toujours de processus apaisé. Et c'est pourquoi je discute toujours avec le pouvoir. Je ne refuse jamais de discuter avec le pouvoir. Est-ce qu'il faut parler d'un processus apaisé quand ceux qu'on a en face, je parle de l'opposition qu'on taxe de radical, ils disent, quand on a en face un État policier, un État qui vous brutalise, est-ce qu'on peut mener un processus de paix? C'est difficile. Il faut avouer que c'est difficile. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière semaine, la semaine passée, le samedi beaucoup plus à Lomé, dans certaines villes à l'intérieur du pays? Oui, c'est difficile. J'avoue que c'est difficile. Mais en même temps, il faut comprendre que le dialogue que l'on doit maintenir pour que ces choses, pour que ce passage apaisé soit possible, ce dialogue-là, personne n'arrive à le maintenir et personne ne veut écouter. Je comprends que des gens soient des fois complètement écœurés, veuillent se battre, mais il faut qu'ils sachent aussi, bon, quelque chose qui nous a choqués il y a pas longtemps dans notre parti, c'est que on a vu des jeunes tout à fait contents de raconter que le Nigeria viendra faire la guerre au Togo pour faire partir
le président de la République. Est-ce que vous avez appris ça? Oui, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Ben, et j'ai vu des gens qui sont contents de ça. Vous voyez une bombe qui arrive dans votre maison, qui s'arrête, qui dit Eric, vous êtes de quel parti? Si vous dites uni, paf, la bombe vous tombe sur la gueule. Si vous dites je suis de l'opposition, la bombe passe à côté et va chercher. Mais non, il ne faut pas qu'on soit ridicule. Un pays, ça se défend. C'est notre pays. Bon, je comprends que des gens soient complètement à bout de force, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit souhaiter que notre pays soit un pays complètement ruiné, un pays en guerre, etc. Moi, je ne peux pas l'accepter. Un pays en guerre. Et regarde, on a vu le cas de la Somalie. Il y a une trentaine d'années, nous avons vu ça. Mais même un peu plus. On voit ce que c'est jusqu'à présent. On n'a pas réussi à avoir la paix. Bon, donc, allons-y. Il faut qu'on arrive à avoir la paix par des méthodes apaisées. Je sais que pour ceux qui sont dans le courant... Vous avez parlé de la paix? Oui. Il faut qu'on y arrive. Un pays doit arriver à la paix. Il faut qu'on y arrive. Et on doit parler. Est-ce que tout le monde est dans ce registre-là aujourd'hui dans le pays? Mais non. À votre avis? Mais non. Mais non. Et puis je peux comprendre. Des gens qui ont faim, vous allez leur parler de la paix. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un courant politique, pour ne pas le nommer, le trotskisme, qui veut que les gens souffrent, pour qu'ils soient capables de se lever comme un seul homme et se battre, quitte à mourir. Ça existe. Bon, c'est pourquoi, à un moment donné, il faut faire très attention. Et ce qui se passe aujourd'hui, si être en grève tout le temps, être en train de marcher tout le temps, bon, et quand vous lisez des journaux qui parlent de la dégringolade de l'économie et vous sentez que les gens sont contents pour ça, moi je ne peux pas m'associer. Est-ce qu'ils sont contents ou c'est un le fait? Souhaitent. C'est un fait aujourd'hui. C'est un fait. Oui, mais on peut être content d'un fait ou le déplorer. On peut un fait. Moi je vois un fait. Je peux même condamner le fait ou l'appuyer. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont contents parce que les choses vont mal, en disant que tant que c'est ce président qui est là, il faut que le pays soit dans de mauvais draps pour pouvoir justifier la bataille qu'ils font. Bon, je dis que je peux comprendre tout ça, mais je dis que ce n'est pas dans ma ligne politique. Ce n'est pas dans ma ligne politique. Alors, depuis 8 mois que la crise a été déclenchée avec cette forme-là dans notre pays, et 8 mois après, c'est le statu quo, c'est ce qui vous pousse aujourd'hui à vous lever et à prendre une certaine position de faire balater, réglons le problème autrement. Tout à fait. La discussion, ils discutent déjà. Il n'y a pas de discussion. Dans la salle, il y a ce que l'un dit, ce que l'autre refuse. Puis c'est tout. Ce n'est pas ça des négociations. Moi, j'ai entendu des Ghanéens dire qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil, nulle part au monde, où vous voulez négocier en sachant parfaitement que vous ne céderez pas un pouce de votre idée. En ce moment, ce n'est pas la peine de négocier. Quand vous allez à une négociation, il faut vous préparer à céder quelque chose et à obtenir quelque chose d'autre. Si vous ne voulez rien céder, vous ne voulez rien lâcher, pourquoi vous allez à une négociation? Alors, que faudra-t-il faire maintenant, Francis Sekou? Mais je n'ai pas la solution. Oui, c'est-à-dire que face aux gens qui refusent de céder un pan de leurs demandes, vous venez comme un troisième larron. Oh, je suis loin d'être un larron. Que faites-vous véritablement avec Jerry Tama et Bassabi Kagbara? Bien, notre courant centriste, je me répète, dit ceci. Mes frères, mes camarades, tous mes amis, aimons notre pays. C'est la première condition. Si nous n'aimons pas notre pays, ce n'est même pas la peine de parler. Vous voyez en eux ceux qui n'aiment pas leur pays? Non, je n'ai jamais dit ça.
J'ai dit, aimons notre pays. Si vous aimez, c'est très bien. Si vous n'aimez pas, ça fait votre affaire. Si vous aimez notre pays, bon, deuxièmement, nous ferons une constitution, nous ferons des réformes de la constitution qui resteront impersonnelles. Mais personne n'a le courage. Pour le faire, il faut s'entendre. Ça fait 3 mois qu'ils s'entendent pas. Personne n'a le courage. Personne n'a le courage de dire que si nous avons perdu tout ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est parce qu'en 2002, ils ont refusé de nous écouter. Nos frères, nos camarades ont refusé de nous écouter. Tout ce qu'ils demandent aujourd'hui était dans la Constitution de 1992. Donc, il faut qu'ils acceptent ça aussi. Que nous n'avions pas tort, que nous avions raison, même s'ils nous ont insultés, s'ils nous ont traités de tous les noms, même un bonhomme comme Edem Kwadwo, qui est du respect, que l'on respecte sur le plan international, a été traité de tous les noms dans cette affaire. Bon, bref, aujourd'hui, ce qu'ils réclament, nous l'avions eu. Nous disons aujourd'hui, pour le réavoir, prenons un autre ton. Faisons en sorte que personne ne soit visé pour qu'on accepte de remettre tout cela dans la Constitution. Les endroits qui ne sont pas bien, ou les articles que nous avons perdus. Souvenez-vous, quand nous étions au Haut Conseil de la République, nos amis voulaient absolument que l'âge minimum du président soit à 49 ans. Soit à 49 ans. Ce jour-là, c'est moi qui présidais le Haut Conseil de la République. J'ai dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Comme c'est dans le projet qui est là, il faut qu'on enlève ça. Et tu as vu à Morin que Dieu ait son âme, qui se repose en paix, s'est battu comme un fou. Il a dit c'est inacceptable. Dans un monde où c'est la jeunesse qui prend le dessus, vous voulez mettre l'âge à 49 ans, personne ne voulait. On a beaucoup parlé, on a réduit à 45 ans. Même à 45 ans, tout un président, j'ai voté contre. Mais j'ai le courage de ça. Hein. Si vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Mais quand j'ai une opinion, j'ai le courage de l'exposer. Et quand on a voté, il y avait 2 seulement qui étaient contre. Tous les autres ont voté. Et on m'a dit, bon, puisque vous êtes minoritaire, il faut démissionner de la vice-présidence. J'ai simplement souri. J'ai dit, parce que vous voulez faire une bêtise et parce que je ne suis pas d'accord avec votre bêtise, je vais démissionner. Non, je ne démissionne pas. Si vous n'êtes pas content, démissionnez-moi. Mais je ne démissionne pas. Parce que je suis convaincu que 45 ans pour un président de la République, c'est trop. Partout, c'est 35 ans. 35 ans, ça a non seulement une orientation, mais sur le plan même, des fois, d'une certaine spiritualité, c'est 35 ans. Il faut 35 ans pour être évêque. Il faut 35 ans pour être président. Il faut 35 ans pour être sénateur en Europe. Il faut 35 ans pour... Quand on veut, même chez nous, dans les villages, vous faire grand maître de certains courants mystiques, il vous faut 35 ans. Tout cela a une explication. Les gens pensent que c'est comme ça en l'air. Ils veulent 45 ans. 45 ans, c'est quoi? Rien du tout. Bon, bref, passons dessus. Et tout ça, donc, il va falloir revoir tout ça. Oui, il va falloir revoir tout ça sans indexer quelqu'un. Si on n'avait pas indexé avec cette histoire de rétroactivité, si on n'avait pas indexé le président Faure, tout cela serait déjà passé. Il semble que ceux qui ont aussi révisé la Constitution en 2002 aussi avaient visé quelqu'un. Avaient visé à l'époque le général Eyadémon. Tout à fait. Donc c'est les mêmes erreurs que nous commettons. C'est le retour à l'ascenseur. Oui, c'est les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Que ce soit pour favoriser quelqu'un ou pour défavoriser quelqu'un, c'est les mêmes erreurs. Moi, je ne m'inscris pas dans ce type de raisonnement. Vous savez, en 2002, pourquoi? Qu'est-ce que j'avais demandé? Protégeons la Constitution. Faisons en sorte que ça ne se fasse pas. Même si on ne gagne pas les élections, cela ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des élections au Togo et l'opposition ne va pas avoir 25-30 députés. Ce n'est pas possible. Bon, à l'époque, même à l'époque, il suffisait d'avoir moins de 20 députés pour pouvoir protéger la Constitution. Mais on a refusé d'aller. Et on a offert la révision de la Constitution sur un plateau d'argent. Et ce qui me fait mal, c'est que le jour où on a modifié cette Constitution-là, les gens ont simplement levé le petit doigt.
Il était presque minuit. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait mal. Je dis, tout ce qu'on a mis du temps, de l'énergie pour faire pendant la transition. C'est avec ce petit doigt-là seulement que vous levez pour tout changer. Mais nous l'avons voulu. Francis Ekong, aujourd'hui, les acteurs politiques, peut-être à part vous, ont du mal à s'entendre sur l'essentiel. Le gouvernement et la coalition de 14 partis de l'opposition. Vous avez lu le communiqué final de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à Lomé le week-end dernier. Oui. Est-ce que vous êtes partisan d'une nouvelle transition au Togo pour ramollir les points de vue et aller à ce que vous souhaitez, à une rédaction, à une constituante pour la rédaction d'une nouvelle constitution qui ne vise personne? Bon, moi, les problèmes de transition, avec tout ce que cela pose aussi comme problème, il faut y réfléchir. Quel problème? Si vous dites aujourd'hui que vous voulez une transition, qui va diriger la transition? Alors, il va se poser une question, avec Faure Gnassingbé ou sans Faure Gnassingbé? Bon, grosse question. Quels sont les membres de la transition? Quels sont les membres du gouvernement de transition? Vous allez demander à l'opposition d'amener un certain nombre de ministres et amener un certain nombre de ministres. Ça ne va pas être un problème. Ce que refuse déjà Tikpi Achadam. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de l'Assemblée? Vous allez demander à des députés qui sont élus, vous pourrez partir, rester à la maison? Non, honnêtement, Eric, nous disons beaucoup de choses, nous ne prenons pas le temps d'analyser les conséquences. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou pas, nous passons, on nous l'a reproché même, nous passons notre temps à réfléchir. Ils disent, au lieu d'être sur le terrain, vous êtes tout le temps en train de réfléchir. Ok, bon, au moins, nous vous donnons des idées. Avant de parler de transition, il faut qu'on nous dise exactement ce que l'on peut obtenir d'une transition aisée, facile. Vous faites une transition quand il est impossible de gouverner un pays. Impossible. La transition quand les institutions sont à terre. Quand tout est à terre, c'est facile. Quand ce n'est pas le cas, celui qui a le pouvoir ne vous laissera pas faire. Et ça, on doit aussi le savoir. Peut-être parce que si on accepte de sortir de la crise. Oui, moi je sais, j'ai des amis qui sont très proches de moi. J'ai même reçu, la semaine dernière, une délégation de gens pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont venus me dire qu'il faut qu'on soutienne l'idée d'une transition. Et ceux qui le disent sont des gens de niveau, des grands frères que je respecte. Que je respecte beaucoup. Mais je dis, est-ce que c'est facile? Si on dit aujourd'hui, OK pour la transition, qui va être le premier ministre de transition? Qui va être le président de la transition? Est-ce que vous acceptez que ce soit Paul qui soit le président de la transition? Les gens vous diront non. D'autres vous diront oui. Qui va être le premier ministre de la transition? Les gens vous diront, il faut que ce soit un premier ministre d'unir. L'autre vous diront, il faut que ce soit un premier ministre de l'opposition. Quels sont ceux qui vont diriger le gouvernement de transition? C'est des problèmes complexes. Si eux, c'est-à-dire ceux qui sont dans la salle, moi je ne suis pas dans la salle, s'ils arrivent à la conclusion qu'ils veulent une période de transition, moi je ne dis pas non. Je dis que c'est très difficile, mais je ne m'oppose pas parce que je peux parfaitement comprendre que celui qui est au pouvoir n'accepte pas. Parce que tant que les institutions marchent, je ne vois pas ce que les gens peuvent vouloir accepter. Alors aujourd'hui, la CEDEAO demande que le président guinéen Akufo-Addo, je veux dire Alpha Condé, seconde Nana Akufo-Addo du Ghana, et on donne une date de fin juin pour régler le problème togolais. Est-ce que la CEDEAO est en train de se préparer à nous placer en tutelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Trouver une solution. Bon, moi, face à l'incapacité de vous, les acteurs politiques, de trouver une solution à la crise togolaise. Vous savez, qu'est-ce que vous avez dit? Que la CEDEAO est en train de vouloir nous mettre sous tutelle. Oui. Bon, maintenant, sorti d'ici, je crois que la solution la meilleure,
serait que j'aille poser la question au président de la CEDEAO, qui est le président Gnassingbé, pour lui dire qu'est-ce qu'il compte exactement faire en disant des choses comme ça. Est-ce qu'ils veulent nous mettre sous tutelle? Bon, il faut vous dire que, honnêtement, ces choses-là, tout ce que nous disons trop de choses difficiles à réaliser. On nous a donné une échéance, ça veut dire ne traînez pas, trouvez-nous une solution. Et si on arrive au mois de juin... En même temps, on connaît le protocole. Hein? Quand la CEDEAO commence comme cela, on sait là où elle veut en venir. On a vu dans le cas de la Guinée-Bissau, oui, bien sûr. Vous suivez l'actualité. Oui, mais comment quand la date arrive, qu'il n'y a pas de solution, la CEDEAO propose une feuille de route. Et s'il y a de la résistance sur le terrain, on cible les gens, on les sanctionne et on passe à autre chose. C'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Ok, d'accord. Bon, nous sommes là, on verra bien. On verra ce qui arrivera. Moi, de toutes les façons, que le problème du Togo soit réglé dans la paix. Nous ne voulons pas de guerre, il faut que ce soit réglé dans la paix. Je répète une fois de plus pour ceux qui ont des doutes que les centristes ne sont pas contre l'alternance. Mais nous disons simplement qu'il faut que les choses se passent dans la compréhension mutuelle, dans la paix, et qu'on arrive à cette alternance sans verser trop de sang. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin pour revenir à ce que vous dites là aujourd'hui? On est allé très loin. On est allé très loin, mais je crois que nous ne sommes pas dans une situation de guerre comme en Somalie, donc, ou même comme au Congo, Kinshasa. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Donc, nous pouvons, en faisant des efforts, revenir autour d'une table. Moi, je crois que quand vous dites à un président que vous voulez le renvoyer nécessairement, c'est logique qu'ils disent non. C'est logique qu'ils disent non. Mais est-ce qu'on ne peut pas... Un président, c'est un président. Bon, si vous lui parlez, vous savez lui parler. Si vous savez comment lui parler, vous pouvez discuter. Mais si vous dites que par la rue, nous allons l'obliger à partir, il va résister. N'oubliez pas ce que le général Gnassingbé nous a dit à un moment donné. Il nous a dit avec la situation de la transition, vous nous avez poursuivis, nous avons pratiquement fui, nous sommes arrivés devant un mur que nous ne pouvons pas escalader. Qu'est-ce que nous allons faire? On se retourne et on combat. On n'a pas de choix. Mais si vous, à un moment donné, vous tendez la main à une personne en disant bon, et qu'on se comprend, on ne s'est pas compris. Donc, ce que nous voulons, ce n'est pas que quelqu'un meure dans cette affaire. Ce n'est pas qu'on mette quelqu'un en prison. Ce n'est pas que l'on tape sur quelqu'un. Non, 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 non. Nous voulons que ce pays avance. Asseyons-nous et discutons. Et vous dire que quelqu'un va refuser ça. Il ne va pas refuser. Vous allez discuter. Ça va être dur. Mais vous allez discuter. Mais si vous dites non, nous allons marcher jusqu'à ce que vous partez. Francis Ekong, oui. Depuis 8 mois, il y a des Togolais qui ont perdu la vie dans cette affaire. Il y en a qui sont blessés, oui. Il y en a qui sont emprisonnés, oui. Il y en a qui ont encore été arrêtés ces derniers jours et qui sont en prison. Vous pensez que le courant centriste peut accepter des choses comme ça? Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas. La vie humaine est trop sacrée. D'un bord comme de l'autre, ceux qui meurent dans cette affaire sont trop nombreux. Ce n'est pas acceptable. Et un mort de plus, c'est toujours de trop. Maintenant, ceux qui sont en prison, il y a une chose sur laquelle nous voulons être clairs, c'est que ce n'est pas parce que l'opposition aussi, je dirais, multiplie les marches, multiplie les grèves, que le pouvoir aussi a décidé d'arrêter tout le temps les gens parce que, qu'on ne veuille pas, le droit de grève existe, le droit de manifester existe. Il s'agit de trouver un juste milieu pour faire en sorte que les choses ne s'enveniment pas. Chaque fois que les choses s'enveniment, nous, au courant centriste, moi je suis le coordonnateur général aujourd'hui. Est-ce que je vais rester longtemps? Je ne sais même pas. Parce que ce que nous voulons, ce que nous cherchons à avoir, c'est un dialogue apaisé
un dialogue apaisé, où on peut parler des choses sérieuses sans faire trop de bouquins. Mais avant même que de commencer à parler, on commence à faire beaucoup de bruit. Et il y a toujours des menaces. Vous sentez des menaces de part et d'autre. Bon, il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire des choses complètement inadmissibles. Et puis j'ai entendu certaines personnes dire que si on veut du changement dans ce pays, on ne peut faire que la guerre. Est-ce que c'est des choses à dire? Des choses à dire. Bon, et ça ne vient pas d'un seul côté. Hein. C'est des deux côtés. Oui, de tous les côtés. Quand je dis ça, vous allez croire que c'est peut-être les gens d'Unir Seul qui disent ça ou les gens de l'opposition qui disent ça. C'est de tous les côtés. Alors, moi, nous, ça ne nous permet pas d'être... Quel message vous avez finalement aujourd'hui à ces deux-là qui refusent de s'entendre depuis presque 8 mois, qui sont dans la rue, qui se tirent dessus? Première chose qu'il faut constater, que les deux doivent constater, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Il existe d'autres courants de pensée dans ce pays. Et le courant de pensée centriste existe. Et il y a de très bonnes idées. Ce n'est pas parce qu'on ne vote pas pour ce courant. Dans notre pays, nous sommes dans une situation telle que si vous n'êtes pas capable de faire de la démagogie, d'injurier, d'être très extrémiste, de dire que vous allez avoir la tête de celui-ci ou la tête de celui-là, on ne vote pas pour vous. Nous sommes d'accord. Mais nous disons que nous n'irons pas sur ce terrain. Et nous ne savons même pas le faire. Mais cette posture est en train d'éteindre votre parti quand même, hein, Francis Ekong. Mais vous ne prenez pas une position radicale. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Quand les jeunes veulent la radicalité, si ça peut s'exprimer ainsi, que nous disons non, et nous en perdons. Mais nous disons ceci, que par contre, les idées restent, elles évoluent. Et peut-être qu'un jour, si vous venez à faire de la politique, vous allez appliquer nos idées. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Donc, moi, je vois aujourd'hui beaucoup de gens, que ce soit de l'opposition ou que ce soit du pouvoir, qui appliquent tranquillement nos idées, qui appliquent nos idées. Et nous sommes contents. Et c'est ce que nous demandons aux deux qui, depuis 3 mois, n'arrivent pas à avancer l'un vers l'autre. Dépersonnalisons le travail. Faisons un travail pour le Togo. La Constitution, tout ce qui ne marche pas, nous aussi, on a envoyé maintenant des propositions. On a envoyé des propositions à qui? Au président du Ghana, etc., en disant que ça aussi, c'est des préoccupations pour notre pays. Nous avons fait ça. Je ne sais pas si aujourd'hui le secrétariat a déjà envoyé des propositions au groupe des 14 et à UNIR. On leur envoie nos propositions. Il y a des ambassadeurs qui ont dit qu'ils étaient intéressés. Bon, le groupe des 5, on va leur envoyer aussi nos propositions, qui prennent aussi ce qu'il y a dans nos propositions et qui fassent quelque chose d'impersonnel. Le départ du président Faure Gnassingbé est un problème à part. Il faut trouver un autre cadre dans lequel le discuter. Ce n'est pas le lieu pour discuter de cela. Si on veut trouver une solution dans cette salle, on ne trouvera jamais de solution dans cette salle. D'accord. Voilà ce que Très bien. Francis Ekong, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous, Eric. Je suis content de vous retrouver. Merci. Et je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Il y a longtemps que je ne vous ai plus parlé. Bon, maintenant, ceux qui pensent que mes idées sont des idées qui ne sont pas suffisamment révolutionnaires, qui nous excusent, parce qu'on n'est pas tout le temps en révolution. Très bien. Merci beaucoup, Francis Ekong. Je rappelle juste que c'est vous le président de la CPP. Vous êtes le coordonnateur du groupe des centristes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Éric Gator. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. À très bientôt. Au revoir. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.